Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 7h à Bamako, la même heure à Dakar au Sénégal. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la première édition du Mali Actualité, les titres. Entre le Mali et le Sénégal, l'horizon est complètement dégagé. Confirmation ce jeudi avec l'arrivée à Bamako du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye pour une visite d'amitié et de travail. Il sera accueilli tout à l'heure à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou par son homologue colonel Assimi Goïta. Les directeurs généraux des douanes de la région Afrique de l'Ouest et du Centre se concertent à Bamako à la faveur de la 30e conférence. Elle se tient autour du thème pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs. Un chiffre, un objectif, 1,3 milliard de francs CFA pour renforcer l'accès aux services de santé reproductive. C'est l'intitulé d'un projet dont la deuxième phase vient d'être lancée à Bamako. Outre la capitale, elle couvre 3 autres régions. Grâce à leurs doigts magiques, ils nous aident à nous habiller, à nous chausser ou encore à meubler nos maisons. Les artisans impactent positivement notre quotidien. Si certains gagnent bien leur vie dans ce métier, d'autres tirent les diables par la queue. Immersion dans un domaine au double visage, c'est le grand format de cette édition. Afrique Football Elite et Stade malien de Bamako, c'est l'affiche de la finale de la Coupe du Mali de football qui se joue le samedi prochain. Les travaux de construction du nouveau centre technique de la FIMA Foot évoluent à bon rythme. Le constat a été fait par une délégation conjointe FIFA et le ministère en charge des sports. Dans la chronique judiciaire de ce jeudi, focus sur le pôle national de lutte contre la cybercriminalité. La structure veille sur le cyberespace et les infractions qui peuvent être commises via les réseaux sociaux. Comment saisir ce pôle quand on est victime de la cybercriminalité? On vous donne la réponse en fin d'édition. C'est tout pour les titres. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye arrive aujourd'hui à Bamako pour une visite d'amitié et de travail. Il sera accueilli tout à l'heure à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou par son homologue colonel Assimi Goïta. Les deux chefs d'État auront un bref entretien dans le salon présidentiel de l'aéroport avant de prendre la direction du Koulouba pour un tête-à-tête autour des sujets d'intérêt commun, notamment la sécurité et l'économie. Parlant d'économie, celle du Mali est résiliente. Malgré les chocs, le taux de croissance dépasse les 5%. Parole du président de la commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop. Il s'est entretenu hier avec le président de la transition au cours d'une audience. Mais avant, le chef de l'État avait reçu les directeurs généraux des douanes de la région Afrique de l'Ouest et du Centre. Ibrahima Traoré était à Koulouba pour Mali Actualité. Un après-midi économique ce mercredi à Koulouba. Dans son agenda d'audience, le chef de l'État échange d'abord avec le président de la commission de l'UEMOA sur la marche de l'Union. Occasion pour Abdoulaye Diop de réaffirmer la solidarité et le soutien de l'UEMOA au peuple malien face aux multiples défis actuels. Il présente ensuite au président de la transition la situation de l'Union et celle du Mali en particulier. Abdoulaye Diop, président de la commission de l'UEMOA. C'était un point important que nous avons eu à aborder, à discuter, voir ensemble ce que nous pourrons faire pour que la commission, l'Union, puisse continuer à appuyer le Mali pour faire face à tous ces défis. Donc l'économie malienne sur cette période, malgré les chocs que nous avons tous vécus, que nous connaissons aussi, l'économie malienne a su rester résiliente. Des engagements sont pris pour consolider les acquis et les perspectives évoquées portent notamment sur une vision à l'horizon 2040. Donc il y a une vision qui va essayer de définir un peu l'union que nous voulons pour nos peuples à l'horizon 2040. Et voilà, cette audience a été l'occasion pour nous de recueillir les orientations de M. le Président et voir comment les intégrer dans cette vision que nous sommes en train de finaliser. Le chef de l'État échange également avec les directeurs généraux des douanes de la région Afrique de l'Ouest et du centre de l'OMD, Organisation mondiale des douanes. Adewale Adeniyi, vice-président de l'OMD. Opportunity to tell the president. Nous avons été impressionnés par l'appui substantiel que le gouvernement de la République du Mali accorde donc, au service des douanes du Mali. Service de douane qui joue un rôle important dans l'accroissement de la sécurité, mais aussi dans le développement économique du Mali. Common to all of us. La délégation salue aussi les autorités de la transition pour l'accueil et surtout la bonne organisation de la conférence des directeurs généraux des douanes de la région Afrique de l'Ouest et du centre de l'OMD.
Nous restons avec les directeurs généraux des douanes de la région Afrique de l'Ouest et du Centre qui sont donc à Bamako dans le cadre de leur 30e conférence. Une conférence qui porte sur le thème pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs. La rencontre se penche sur les activités menées par des douanes de la région et la coopération entre les différents pays membres. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Mamari Kone. La 30e conférence des directeurs généraux des douanes de 24 pays de la région Afrique occidentale et centrale de l'Organisation mondiale des douanes est un moment privilégié pour les acteurs de se pencher sur le bilan des activités menées dans chaque pays pendant l'année écoulée, les aspects techniques des procédures douanières, la coopération douanière entre les pays membres. Les participants devront aussi évaluer et approuver le plan stratégique du budget régional avant de désigner le vice-président de l'OMD AOC et les autres responsables des structures régionales. Contrôleur général Bachir Adewale Adeyini, vice-président de la région OMD AOC. Le thème de la conférence de 2024 est en droite ligne avec le thème de la journée mondiale de l'OMD qui est les douanes qui mobilisent des partenaires traditionnels et nouveaux autour du but. L'Organisation mondiale des douanes qui regroupe 186 administrations membres traite plus de 98% du commerce mondial et soutient les activités de cette conférence. C'est pourquoi son secrétaire général attend beaucoup des travaux. Ce dernier est d'ailleurs intervenu depuis Bruxelles, Ian Sanders. La vision, c'est de rendre efficaces toutes les opérations douanières à l'échelle mondiale pour apporter la prospérité. Selon le ministre de l'Économie et des Finances, cette 30e conférence se tient dans un contexte marqué par des défis sécuritaires, économiques, géostratégiques, politiques et financiers. Des défis qui n'affectent pas la détermination des administrations douanières dans l'obtention de résultats probants. Alousseinou Sanou, ministre de l'Économie et des Finances. Dans ce contexte difficile, l'administration des douanes maliennes a enregistré des résultats remarquables, tant au point de vue de la mobilisation des recettes, de la lutte contre les trafics illicites et la criminalité transnationale, qu'en termes de mise en œuvre des réformes inscrites au plan stratégique. Ces résultats ont été atteints grâce à l'accompagnement des partenaires publics et privés ainsi qu'aux appuis multiples de l'Organisation mondiale des douanes. Aussi voudrais-je inviter les douanes de la région AOC à consolider, développer et susciter les partenariats tels qu'indiqués dans le terme de la rencontre. À l'ouverture des travaux, un film documentaire sur l'unité spéciale de la douane a été diffusé. Cette unité est chargée d'assurer la sécurité des bâtiments et du personnel. Les travaux de 2 jours seront sanctionnés par des recommandations en vue de donner des orientations claires aux administrations des douanes de la région AOC-OMD. L'Allemagne vient de négocier un accord avec le Niger pour maintenir sa base de transport aérien sur place. Le mandat couvrant la présence allemande près de Niamey arrivait à échéance le 31 mai. Faute de temps pour trouver une solution durable, un accord intérimaire a donc été négocié. Il est en vigueur jusqu'au mois d'octobre. L'effectif des soldats allemands sera réduit, passant de 100 à 30 ou 40. En RDC, le nouveau gouvernement a été dévoilé hier, plus de 5 mois après la réélection du président Félix Tshisekedi. Il compte 55 membres, dont 6 vice-premiers ministres, 9 ministres d'État et 4 ministres délégués. La mise en place de ce gouvernement était attendue avec impatience alors que l'Est du pays est confronté à une grave crise sécuritaire. La rébellion du M23 occuperait une grande partie de la province du Nord au Kivu. Les Sud-Africains étaient appelés hier aux urnes pour renouveler leurs gouvernements provinciaux et leurs députés. Les parlementaires éliront ensuite le nouveau président de la République à condition d'avoir une majorité absolue. D'une élection à une autre, à Madagascar, les 11 millions d'électeurs ont également voté hier pour élire les 163 députés de l'île. Le vote a été marqué par des tensions et l'opposition crie à la fraude. Le président de la transition du Gabon, Brice Oligui Nguema, poursuit sa visite en France. Il a participé hier à un forum d'affaires réunissant près de 600 chefs d'entreprise gabonais et français. À l'issue de ce forum, plusieurs contrats ont été signés pour un montant de plus d'1 milliard d'euros. Le chef de l'État gabonais sera reçu ce jeudi à l'Élysée par Emmanuel Macron. Enfin, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi est en visite en Chine. Il a été reçu hier par Xi Jinping lors d'une cérémonie de bienvenue devant le palais du peuple. La rencontre vise à renforcer les liens entre les deux pays qui ont signé des accords de coopération dans les domaines de la science, de la technologie, du commerce et de l'investissement. Le président égyptien participe également à la 10e réunion ministérielle du Forum de coopération Chine-États arabes.
Retour au Mali pour parler du chiffre du jour. Plus d'1,3 milliard de francs CFA, c'est le coût de la deuxième phase du projet de renforcement de l'accès aux services de santé reproductive. Déjà, la première phase du projet a permis la prise en charge de près de 5000 personnes survivantes des violences basées sur le genre. Elle a également contribué à renforcer et à équiper 17 structures d'offres de soins obstétricaux néonataux d'urgence. Le projet est financé par la coopération italienne pour le développement et couvre 3 régions plus le district de Bamako. Son objectif dans ce compte rendu signé Moussa Kamara. Le projet de renforcement de l'accès aux services de santé et reproductifs droit en matière de santé de la reproduction vise à renforcer l'utilisation des services de santé sexuelle et reproductive au Mali. Vu son importance sur la prise en charge des cas de violence basés sur le genre, il vient de bénéficier d'un nouveau financement. Financement qui amorce la seconde phase du projet et vient renforcer les acquis de la première phase dans les régions de Ségou, Sikasso et le district de Bamako. Yves Sansarat, représentant résident de l'UNFPI. La première phase de ce projet, en 4 ans, a permis d'offrir une prise en charge de qualité de près de 7000 personnes survivantes de violences de toutes sortes basées sur le genre et près de 300 femmes porteuses de fistules obstétricales qui ont été réparées et ont reçu une deuxième chance dans leur vie. Ce projet a aussi pu équiper et renforcer 17 structures d'offres de soins obstétricaux et néonataux d'urgence et a pu offrir des services de santé reproductive et planification familiale ciblés à plus de 180 000 adolescents et jeunes. Le projet bénéficie d'un financement de l'Agence italienne pour la coopération au développement pour une durée de 3 ans. Stefano De Jacques, ambassadeur de l'Italie au Mali. L'Italie soutient ce nouveau projet de renforcement de l'accès aux services et promotion des droits en santé reproductive, incluant la prévention et la réponse aux violences sexuelles et basées sur les genres, y compris les pratiques néfastes, qui va être mis en œuvre par l'UNFPA. Le représentant du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a salué l'accompagnement des partenaires, tout en rappelant l'intérêt que les autorités du pays accordent à la prise en charge des cas de violence basés sur le genre. Professeur Youssouf Bagayogo. Le gouvernement du Mali a mis en place des institutions chargées de la mise en œuvre des politiques publiques, des programmes, des stratégies en faveur de la promotion et de la protection des droits de la femme et des enfants. Juste pour confirmer que ce projet cadre parfaitement avec les orientations et les axes stratégiques définis dans le document de politique nationale genre et autres documents cités plus haut. Les acteurs du projet ont saisi l'opportunité pour échanger avec les organisations partenaires. Ils nous aident à nous habiller, à nous chausser ou encore à meubler nos maisons. Les artisans, par leurs doigts magiques, impactent positivement notre quotidien. Mais dans ce secteur informel, tout n'est pas rose, bien au contraire. Si certains arrivent à se nourrir du métier, d'autres tirent les diables par la queue, non pas sans raison. Immersion dans un domaine au double visage, c'est le grand format de cette édition, signé Awa Adama Koulibaly. Nous sommes au beau milieu d'une cour bien animée. En y baladant les yeux, on peut apercevoir droit devant des hommes travaillant le bois. À gauche, certains polissent de l'or, tandis qu'à droite, d'autres trempent des peaux d'animaux et les peignent ensuite. C'est la maison des artisans de Bamako. Je m'appelle Bourama Diallo. Nous sommes des maçons, près du monument Boujiba à Kati. Je m'appelle Boubacar Traoré. Je suis menuisier. L'habilité dans leurs doigts nous fournit le nécessaire pour vivre. De nos accoutrements à nos moyens de transport, en passant par les toits qui nous abritent, les artisans sont la plaque tournante de notre quotidien. Chacun a appris son métier par ses moyens de bord. Bourama Diara, sculpteur. 90, Mbole Kalana. Après mes études en 1990, mon père a voulu que je travaille dans son atelier. Bourama Diallo, maçon. J'avais migré vers la Côte d'Ivoire. Pendant la crise, je suis rentré au pays pour travailler dans l'extraction du sable à Farabana. Après, j'ai tout abandonné au profit de la maçonnerie et m'installé à Kati. Passionnés et constants, ils ont entre 10 et 34 ans d'expérience.
Comme beaucoup d'autres artisans, Bourama Diallo, Lassana Keita vivent au jour le jour. Leur seul souci, c'est le pain quotidien. Le travail journalier d'un maçon est payé à 6 000 francs CFA. Mais on peut passer 3 à 4 jours, voire une semaine sans travailler. Dans ces cas, la somme récoltée peut-elle te nourrir? Mon souci, c'est de subvenir aux besoins quotidiens de ma famille. Un artisan ne peut pas envisager avoir une quelconque somme par mois, sauf s'il a un contrat. Aujourd'hui, avec les multiples difficultés dans la crise socio-économique, le marché est au ralenti et l'insouciance de l'avenir les rattrape. Bourama Diarra, sculpteur. Depuis 6 ans, vraiment, je ne peux pas dire que je n'ai pas gagné dans ce métier, car il y a eu un temps où les affaires marchaient bien. Actuellement, nous sommes confrontés à des difficultés. Cet atelier appartient à mon père. Pour le moment, je n'ai pas pu trouver le mien. Bourama Diallo, maçon. Je n'ai pas eu les moyens d'acheter une parcelle ni réaliser quoi que ce soit. Au bord du goudron à Sabaliboukou, Boubacar Traoré, muni d'un marteau, enfonce des clous dans du bois. Il est menuisier et tapissier. Il a également appris à ses dépens. Mais en ce jour, il comptabilise 7 à 10 millions de francs CFA par mois comme chiffre d'affaires. Auparavant, on avait un problème de gestion de l'argent. Aujourd'hui, après avoir recruté un gestionnaire, on arrive à faire la part des choses. À ce jour, j'ai 4 parcelles à mon nom. Certaines sont construites, d'autres non. La mauvaise gestion des revenus n'est pas le seul obstacle à l'épanouissement de ces façonniers. D'autres facteurs entrent en jeu, notamment le manque de collaboration. Dahanias, directeur national de la Maison des Artisans. De 1995 à aujourd'hui, il y a eu énormément de formation des artisans. Mais il y a aussi une pratique au niveau du secteur de l'artisanat. Ceux qui n'ont confiance à personne. On ne peut pas confier leur côté finance à quelqu'un. Parce que pour eux, d'abord, quand ils font cette comptabilité très bien, ils ne vont pas échapper au fisc. Il manque d'organisation. Et souvent, on les conseille. Seuls, vous ne pouvez rien faire. Mais les gens qui pratiquent le même métier, qui n'ont pas assez de force, quand ils se regroupent, ils peuvent faire quelque chose. Et les Maliens aussi, dans leur quotidien, ne sont pas des gens souvent dans la majorité qui aiment trop les produits de l'artisanat, ne consomment pas. Donc, quelle que soit aussi ta compétence, quand on n'achète pas, ça pose problème. C'est un travail difficile parce que la majorité est analphabète. En attendant un changement de mentalité, une formalisation des métiers ou encore une marche en ordre serré pouvant décamper la situation, les doigts, eux, avec dextérité, ne cessent de produire. La finale de la 63e édition de la Coupe du Mali de football se joue le samedi prochain. Elle oppose Afrique Football Elite au stade malien de Bamako. Visite hier du centre technique de la FEMAFOOT par une délégation conjointe FIFA et ministère en charge des sports. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature d'Abdul Karim Kaba. Les travaux du centre technique de la Fédération malienne de football avancent normalement. C'est le constat fait par le ministre en charge des sports en compagnie d'une délégation de la FIFA et des membres du comité exécutif. Cette visite d'inspection a été occasion pour les visiteurs du jour de s'imprégner du niveau d'avancement du chantier. Le point avec Sragatou Sissi. De la pose de la première pierre du centre technique de la FEMAFOOT le 25 février 2021 par le président de la FIFA Gianni Infantino à cette visite conjointe FIFA, FEMAFOOT, ministère en charge des sports, les travaux suivent leur cours. Bâti sur une superficie de 20 hectares, ce centre technique est une référence en Afrique. De l'entrée principale, en passant par l'hôtel 5 étoiles, les bâtiments réservés à l'administration et les 3 terrains gazonnés, plus le stade de 12 500 places extensibles, le ministre a visité tous les coins et recoins avec des explications fournies par l'architecte Soumaïla Boubacar Mega. Les travaux évoluent très bien. On est dans les 85%. On espère terminer au maximum dans 45 jours à 2 mois au maximum. Ce centre technique de la FEMAFOOT est une opportunité à saisir. Moussa Sylvain Diakité, premier vice-président de la FEMAFOOT. C'est un projet structurant qui va dans la logique de notre programme, c'est de pouvoir créer des cadres
des infrastructures permettant aux jeunes talents d'y aller. La FIFA supervise les travaux. Fatou Kamara, manager développement, Bureau FIFA Dakar. Les travaux avancent bien, même si, comme tout chantier, il y a des aléas qui font que des fois les travaux sont en retard. Mais on espère pouvoir terminer ces travaux et inaugurer ces joyaux qui, pour nous, FIFA, va booster le développement du football au Mali. Le gouvernement du Mali se réjouit de l'avancée des travaux et de la réalisation d'un tel joyau. Abdul Kassi Ibrahim Fomba, ministre en charge des sports. Aujourd'hui, nous allons avoir un très grand centre de référence qui va encore plus faire briller notre discipline phare qui est le football. La deuxième chose, c'est que c'est un cadre qui est idéal. La visite a pris fin par la remise de cadeaux de la FIFA au ministre en charge des sports, Abdul Kassim Ibrahim Fomba. La finale de la 63e édition de la Coupe du Mali de football se jouera samedi prochain au stade Mamadou Konaté. Face à face pour cette finale, Afrique Football Elite à feu et Stade Malien de Bamako. Créé il y a 7 ans, Afrique Football Elite à feu va jouer donc sa première finale de Dame Coupe. Focus sur Afrique Football Elite à feu avec Famourou Djourti. Après une saison pleine de rebondissements et de performances exceptionnelles, Afrique Football Elite AFE a réussi à se qualifier pour la finale de la Coupe du Mali, un exploit inédit pour ce club qui n'avait jamais atteint ce stade de la compétition. Segoussek alias Bako, entraîneur d'Afrique Football Elite. A fait en finale d'une Coupe nationale, une première depuis la création de cette équipe. Je pense que c'est quelque chose de magique. Le club s'apprête à vivre un moment historique de son histoire ce samedi 1er juin en jouant la finale de Dame Coupe du Mali. Seran Diabaté, cofondateur d'Afrique Football Elite. Aujourd'hui, on va rencontrer la plus grande équipe ou l'une des plus grandes équipes aujourd'hui du championnat, le Stade malien. C'est encore plus beau aujourd'hui de tomber sur une équipe prestigieuse comme le Stade. La tâche qui attend AFE s'annonce difficile car en face se dresse le club le plus titré de la compétition, une équipe redoutable et habituée aux grands rendez-vous. Segoussek Bako. Quand tu es en face d'une équipe aussi expérimentée que le Stade, qui vient juste d'être en quart de finale d'une compétition africaine, qui a terminé deuxième du championnat, certes on sait que le Stade a vraiment des atouts. Nous aussi, on a beaucoup d'atouts de notre côté et on va s'appuyer sur ça. Face à l'ogre Stade malien de Bamako, les joueurs d'Afrique Football Elite savent qu'ils devront se surpasser pour espérer décrocher la victoire. Hama Mandian, milieu de terrain d'Afrique Football Elite. On est confiant avec la qualité qu'on a ici. Ensuite, on a un des meilleurs entraîneurs aussi de ce pays. On va écouter ses consignes et on va remporter cette finale, Inch'Allah. Le coach, quant à lui, met tout en œuvre pour trouver la meilleure stratégie pour contrer les points forts de l'adversaire et maximiser les chances de succès de son équipe. Je vis bien le Stade jouer et je sais comment ils le font. C'est sur les détails qu'on perd un match et c'est sur les détails qu'on gagne un match. Chacun des joueurs sait qu'il joue un rôle crucial dans cette finale et que la moindre erreur pourrait coûter cher à l'équipe. Hama Mandian, milieu de terrain d'Afrique Football Elite. Le Stade, c'est un grand club, c'est l'un des meilleurs de ce pays. On a beaucoup de respect pour eux, mais le favoritisme, c'est sur le papier. Ils sont conscients de l'enjeu et la tâche qui les attend, mais ils sont déterminés à tout donner pour écrire une page de leur histoire et à marquer les esprits en remportant le trophée 2024 de la Coupe du Mali de football. La leçon de sport de ce jeudi porte sur l'arbitre de football. Chaque match se dispute sous le contrôle d'un arbitre disposant de toute l'autorité nécessaire pour veiller à l'application des lois du jeu. Les décisions de l'arbitre sur les faits en relation avec le jeu sont sans appel. La leçon de sport du jour, c'est avec Isaac Tienou. Un match de football ne peut se dérouler sans arbitre. L'arbitre est le seul qui veille sur l'application du jeu. La décision prise par un arbitre au cours d'une rencontre est irrévocable. Ibrahim Aboukimi Aïdara, instructeur national des arbitres. L'arbitre prend des décisions au mieux de ses capacités, conformément aux lois du jeu et dans l'esprit du jeu. Les décisions arbitrales reposent sur l'opinion de l'arbitre qui décide de prendre les mesures appropriées dans le cadre des lois du jeu. Les jugements d'un arbitre doivent être respectés. Les décisions de l'arbitre sur les faits en relation avec le jeu sont définitives, y compris la validation d'un but et le résultat du match. Au cas où un arbitre se trompe, il a la possibilité de revenir sur sa décision dans des conditions précises. Ibrahim Aboukimi Aïdara. Un arbitre peut toujours changer une décision prise après avoir réalisé qu'elle est incorrecte ou après avoir consulté un des autres arbitres, à condition que le jeu n'est pas repris. Au cours d'un match de football, seul le capitaine a le droit de faire une réclamation, mais n'a pas le droit de contester une décision arbitrale, nous dit le secrétaire national. Le capitaine ne bénéficie d'aucun statut spécial tel qu'il est défini dans la loi 3. S'il doit adopter un comportement responsable, il est dans une certaine mesure responsable du comportement de son équipe. Si d'aventure il n'est pas d'accord avec une décision, il peut déposer une réclamation s'il estime que l'arbitre a fait une mauvaise application des lois du jeu. L'arbitre dispose d'une autorité nécessaire pour diriger un match.
chronique judiciaire. Elle nous parle aujourd'hui du pôle national de lutte contre la cybercriminalité. Il veille surtout sur le cyberespace et les infractions qui peuvent être commises via les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Comment saisir ce pôle quand on est victime de la cybercriminalité? La réponse de la chronique judiciaire de ce jeudi signée Garibou Pérou. Terrorisme, procession, escroquerie en bande organisée, insultes, diffamation, vol de données personnelles et bien d'autres infractions pénales sont faites au quotidien à travers l'informatique et les nets. Ce nouveau fléau s'appelle cybercriminalité. Cette forme de délinquance qui porte atteinte aux valeurs est commise par les biais des ordinateurs, des téléphones portables et autres appareils électroniques. Dr Adama Koulibaly, procureur en charge de lutte contre la cybercriminalité. Il y a une mutation de la délinquance qui prend une forme désormais numérique. Nous n'avons pas malheureusement eu ce qu'on peut appeler cette culture numérique. Il n'y a pas eu ce temps d'adaptation, j'allais dire, d'acclimatation ou même d'appropriation. Donc il y a un usage fort malheureusement à une certaine véhémence, à des propos injurieux, à des propos parfois qui peuvent porter atteinte à l'honneur et à la dignité des citoyens. Notre vie digitalisée, les frontières effacées et pour lutter contre les dérives numériques, il faut se mettre dans une logique de coopération judiciaire. Coopération qui permet aux différents États d'identifier les auteurs, les arrêter et les mettre en examen. Nous avons la coopération judiciaire et la coopération policière, mais également à travers des traités et conventions. Le Mali a des accords avec d'autres pays, soit c'est des accords, j'allais dire, multilatéraux ou c'est des accords bilatéraux qui permettent au procureur, au juge d'instruction de demander une assistance dans le pays où éventuellement l'auteur ou le présumé auteur serait pour éventuellement extrader l'individu et le faire comparaître devant les autorités judiciaires maliennes. La cybercriminalité, dans sa forme numérique, touche tous les domaines possibles et atteint tous les segments de la vie en société. Personne n'est épargné en réalité. Dès l'instant qu'on utilise les technologies de l'information et de la communication, la téléphonie, les cartes bancaires, les réseaux sociaux qui peuvent faire l'objet par exemple, de pédopornographie. Personne n'est en réalité à l'abri aujourd'hui. Et vous voyez, nous avons des applications de transfert d'argent aujourd'hui et par lesquelles les gens se font très souvent escroquer. Et parfois, on a de mauvaises informations qu'on appelle les infox. On véhicule des informations de nature à induire le citoyen dans l'erreur ou en tout cas créer une forme de psychose ou le terroriser à la limite avec des informations de nature à troubler l'ordre public. Et vous savez, c'est également un moyen parfois d'endoctrinement. Quand on prend les institutions financières, il y a une sensibilité énorme puisque monsieur tout le monde a des données personnelles là-bas. Au-delà même des données, on a des valeurs financières énormes détenues par ces structures financières. Nous avons des informations militaires, des informations sensibles de l'État qui peuvent se faire pirater, de nature à induire le citoyen dans l'erreur. Comment répondre rapidement aux criminels et aussi porter plainte contre ces destructeurs invisibles? La voie première, c'est de saisir le procureur par une plainte. Il y a la possibilité également pour quelqu'un qui, même s'il n'a pas été à l'école, de constituer un avocat. La cybercriminalité est cette criminalité transnationale organisée dans le cyberespace. Nous sommes tous, en tant que membres de la communauté numérique, pris en otage à cause du mauvais usage des moyens de communication ultra puissants. Chacun de nous doit donc élever les murs de sa maison pour échapper aux attaques des criminels sur les autoroutes du numérique. Avant de nous séparer, je vous rappelle la principale information de ce journal. C'est l'arrivée aujourd'hui à Bamako du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye pour une visite d'amitié et de travail. Il sera accueilli tout à l'heure à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou par son homologue colonel Assimi Goïta. Les deux chefs d'État auront ensuite un tête-à-tête à Koulouba autour des sujets d'intérêt commun. Nous y reviendrons avec nos différents reporters. Ainsi s'achève cette première édition du Mali Actualité qui vous a été servie par Abdoulaye Aziz Koulibaly à la mise en ligne, Mamadou Boubacar Diallo aux manettes et au micro, Brahma Traoré. Moussa Koulibaly s'installe après moi pour la lecture des avis et communiqués. Merci à vous de nous avoir suivis et passez une belle journée où que vous soyez. À très bientôt.